Voilà. On va peut-être... Tu penses qu'on commence? On peut commencer, en tout cas... Bon, on commence tranquillement. Déjà, si tout le monde nous voit et voit la présentation, c'est super. J'avais ajouté juste une petite slide au cas où. Mais je vais la passer. Là, si jamais vous ne la voyez pas, il faut recliquer sur cette icône là que vous voyez normalement sur la plateforme. C'est l'icône bleue, c'est celui-là? Ouais, exactement, celle qui est là. Voilà. Mais bon, si vous nous entendez, voyez, c'est que vous avez des bons matériels, c'est super, et que tout fonctionne. Bon, en tout cas, on va parler, mais l'idée, c'est que vous puissiez réagir. Et donc, n'hésitez pas à utiliser le chat, d'une part pour dire si vous avez des problèmes techniques, ou alors pour poser des questions, parce que Charlotte va surveiller tout ce que vous écrirez pendant qu'on parlera. Et moi, si je peux répondre dans le fil de la présentation à vos questions, on le fera. Et puis, on va garder un petit peu de temps à la fin pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, n'hésitez pas vraiment à intervenir sur le, voilà, à intervenir sur le chat. On va le lire attentivement et essayer de répondre à toutes vos questions. D'ailleurs, là, j'en vois une. Quand Mickey a-t-il été créé? Écoutez, ça tombe bien. Oui. Parce que je voulais commencer un tout petit peu par vous présenter le journal et il y a une slide avant. Il faut aller juste sur la slide avant. Le jour. Ah. Alors, attends. Bon, bizarre. Voilà, celle-là. Sur l'histoire du journal et effectivement Mickey. Mickey a été créé en 1928 par Walt Disney. Au départ, Mickey, c'était un personnage de dessin animé. Et puis, vu le succès, il a tout de suite eu un énorme succès, peut-être aussi parce qu'il était un petit peu à la pointe, vous savez, de l'avant-garde technologique, puisque Mickey a été créé dans un dessin animé qui s'appelle Steamboat Willie. Peut-être que vous l'avez tous vu. C'est ce dessin animé, vous savez, où Mickey est en train de piloter une roue. Il tient la roue d'un bateau et il s'y flotte. Et c'était la première fois qu'il y avait un dessin animé avec une bande-son synchronisée. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de succès. Et ensuite, Mickey a été décliné en bande dessinée, en peluche. Il y avait une montre aussi. Enfin, voilà, en produits dérivés. Voilà. Donc, on est dans les années 30 et Mickey a déjà un très beau succès. Et n'allez pas croire que le journal de Mickey, c'est la traduction d'un journal américain, parce que si vous allez aux États-Unis, le journal de Mickey n'existe pas, en tout cas pas sous cette forme. Le journal de Mickey, c'est vraiment une création française. Voilà, ça a été créé en France le 21 octobre 1934 par Paul Vinclair. Sur la slide, vous voyez au milieu la première page du tout premier numéro du journal de Mickey. Voilà. Paul Vinclair, lui, il allait aux États-Unis et puis il allait acheter là-bas des bandes dessinées qui paraissaient aux États-Unis. Il les ramenait en France et il les publiait dans les journaux français. Vous savez, le dimanche, il y avait un petit peu dans les quotidiens, il y avait une page un peu récréation avec des BD. Voilà. Et les BD américaines étaient traduites et publiées dans ces journaux-là. Et parmi toutes les BD qui ramenaient des États-Unis, Paul Vinclair a vu les BD avec Mickey et il s'est dit, mais ce personnage, il a une puissance extraordinaire. Et avec toutes les BD que je ramène des États-Unis, j'ai de quoi créer un journal qui s'adresse à toute la famille et en particulier aux enfants. Et il a créé le journal de Mickey. Je peux même vous dire qu'à l'époque, évidemment, il a dû aller voir Walt Disney pour le convaincre. Walt Disney, il y croyait moyen, en fait. Il n'y croyait pas trop. Il lui a dit, mais bon, allez-y, tentez le coup. Et en fait, le premier numéro a eu un succès fou, 400 000 exemplaires vendus. Et voilà. Et donc, 90 ans plus tard, et aujourd'hui, on a fêté les 90 ans du journal l'année dernière. Le journal existe encore, donc c'est évidemment une très belle réussite. Et pourquoi le journal de Mickey n'existe pas aux États-Unis ?
Bah, peut-être tout simplement que c'est pas dans leur tradition. Peut-être qu'aux États-Unis, on va dire, en BD, c'était peut-être les comics qui avaient plus d'influence. Je peux pas vous répondre en fait. J'ai pas j'ai pas la réponse. Mais voilà, sachez-le, le journal de Mickey, c'est vraiment une création française. Et en plus, même si aujourd'hui, le journal de Mickey, il y a plein de formes de journaux de Mickey. Par exemple, il y a un journal de l'équivalent, on va dire, d'un journal de Mickey en Italie. Il y en a dans les pays scandinaves, il y en a au Brésil. Mais le journal de Mickey, il est assez unique en France. Et on va en parler tout à l'heure parce que dans la plupart des autres pays, c'est que de la bande dessinée. Et en France, il y a quoi dans le journal? On va en parler tout à l'heure, mais il y a des articles, il y a des jeux, il y a de la BD. C'est vraiment quelque chose de tout à fait généraliste. Il y a un peu de tout pour que les enfants lisent et apprennent des choses et puis se régalent. Voilà. Donc, c'est assez particulier en plus en France. Voilà. Et alors, je vais vous poser une toute petite question. Donc, on a dit, Journal de Mickey, il a 90 ans. Il a été créé en 1934. Est-ce que d'après vous, est-ce qu'il a été créé avant ou après la Tour Eiffel, le journal de Mickey? Est-ce que dans vos classes, vous pouvez répondre à cette question? Alors, je vois du après, du avant. Pour la nationalité de Walt Disney, c'était une question, il est américain. Oui. Après, après, après. Ah, c'est mitigé. Pendant que vous réfléchissez, oui, je vois, il y a une grande majorité d'après. Bravo, vous avez raison. La Tour Eiffel, rappelez-vous, la Tour Eiffel, qui est aujourd'hui un peu l'emblème de Paris et de la France, hein, la Tour Eiffel, elle a été créée pour l'exposition universelle de 1889. Donc, le journal de Mickey a été créé après la Tour Eiffel. Et cette même exposition universelle, c'était pour célébrer aussi les 100 ans de la Révolution française. Voilà. Donc, dans l'ordre, on a la Tour Eiffel, qui a failli disparaître hein, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, les gens la trouvaient moche, et donc ils voulaient la détruire. La Tour Eiffel, et puis bah, ensuite le journal de Mickey. Voilà, ça c'est pour un petit peu l'introduction historique. Et pourquoi Mickey est une souris? Tout à l'heure, je vous raconterai un peu l'histoire de Mickey. Là, c'est un peu long, on a plein de choses à se dire, mais je vous expliquerai tout à l'heure. Donc, nous, on fait un journal papier. Et on est toutes les deux là devant vous avec Charlotte, mais un journal, c'est toute une équipe en fait. Hein. Il y a de nombreux métiers et c'est vraiment une grande équipe. Vous savez, un petit peu à la chaîne, c'est-à-dire que on va chacun se donner une tâche qu'il faut vite donner à son voisin pour pouvoir avancer, faire en sorte que le journal sorte en temps et en heure, c'est-à-dire qu'on a une date à respecter. Comme vous avez des dates à respecter pour vous rendre vos devoirs. Hein. Nous, on a une date à respecter pour que le journal soit terminé. Ça s'appelle le bouclage. Parce qu'une fois que le journal est bouclé, ça veut dire il est terminé, on doit appuyer sur un bouton et l'envoyer à l'imprimerie. Voilà, parce qu'une fois qu'il est fabriqué, le journal, il faut encore l'imprimer. Ensuite, une fois qu'il est imprimé, ça prend un peu de temps. Une fois qu'il est imprimé, il faut encore le router, c'est-à-dire l'envoyer soit chez les marchands de journaux, soit dans vos boîtes aux lettres pour ceux qui y sont abonnés. Et donc ça aussi, ça prend du temps. Donc, nous, on a une date impérative à respecter. On ne peut pas du tout prendre de retard. Voilà, ça, c'est important à avoir en tête. Alors, parmi tous les métiers de la presse, alors, on va vous montrer là, par exemple, le rédacteur en chef, la rédactrice en chef. Là, c'est la slide suivante. Ah oui, d'abord, non, pardon. D'abord, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que, pareil, dans vos classes, vous pouvez réfléchir à tout ce qu'on peut trouver dans le journal de Mickey? J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Puis là, vous le voyez un petit peu s'afficher sous vos yeux. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on trouve dans le journal de Mickey? Des BD, des blagues, des jeux.
Voilà, de l'actualité, des articles. Bravo. Voilà. Les Et énigmes. donc, des énigmes, bravo, c'est tout ça. C'est-à-dire, il y a 3 choses qui sont de 3 ordres différents. De la bande dessinée, on va en parler tout à l'heure, des articles, de l'apprentissage et des jeux. Voilà, c'est vraiment les 3 grosses parties qu'on va retrouver dans le journal de Mickey. Il y a des activités aussi proposées par les Castors Juniors, par exemple. Voilà, c'est tout plein de choses. Et chacune de ces rubriques fait appel à des métiers différents. Voilà. Alors, le rédacteur en chef, c'est un petit peu, vous savez, là, je suis avec Clotilde, qui est la rédactrice en chef adjointe. C'est un peu comme à mi-chemin entre le chef d'orchestre, parce qu'on travaille avec tout le monde et on doit choisir, notre métier, c'est de choisir ce qu'on va mettre dans le journal, mais tout, dans chacune des pages du journal, commander les articles, commander les jeux, commander les visuels, les illustrations, les photos, et puis suivre toutes les étapes de fabrication du journal. Donc, c'est à la fois un petit peu chef d'orchestre, hein, jouer avec tous les musiciens qui participent au journal, et puis un petit peu maîtresse d'école parce qu'on a, je vous l'ai dit tout à l'heure, un timing, hein, un délai à respecter. Et donc, il faut qu'on soit, on va dire, très rigoureuse sur le suivi, sur le rendu des articles. Voilà. Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va établir le chemin de fer. Alors, le chemin de fer, j'espère que vous le voyez bien à l'écran, c'est le plan du journal, c'est le déroulé page après page du journal. Est-ce que vous savez comment s'appelle la première page du journal? Facile, vous l'avez tous. La une, très bien. La une ou la couverture? Voilà, bravo, c'est ça. La une ou la couverture. La dernière page du journal, est-ce que vous savez comment ça s'appelle? La dernière page, bravo, très bien, j'ai plus rien à vous apprendre. La 4e de couverture ou la dernière de couverture. Parfois, dans le jargon, on peut dire la C4. Voilà, 4e de couverture, la C4. Bon, Ou la voilà. DER, la DER de couve. La DER de couve aussi. Voilà. Donc, si vous voyez bien sur le chemin de fer, la première page, la une, elle est toute seule, un peu comme une locomotive. Et ensuite, derrière, comme des petits wagons, on a toutes les pages qui vont 2 par 2, toutes les doubles pages qui vont 2 par 2 jusqu'au wagon final, la 4e de couverture. C'est peut-être pour ça qu'on appelle ça un chemin de fer, avec la une, comme la locomotive qui va tirer tous les autres wagons. Et ce que vous avez à l'écran, là, c'est le déroulé, voilà, de tout le journal. En bleu clair, nous avons les BD. Et puis en rose foncé, on a les jeux. Et tout le reste, c'est l'éditorial. Voilà. Donc le journal, il est constitué pour moitié de pages éditoriales, c'est-à-dire les pages éditoriales, ce sont des articles, des pages d'activité, des pages de découverte. Voilà. Et vous allez voir là, voilà. Et ça, c'est une fois que le journal est terminé, quand toutes les pages sont montées. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut qu'on fasse avant d'appuyer sur le bouton d'envoi à l'imprimerie. Voilà. Alors pour ça, on travaille avec pas mal de métiers différents. Est-ce que vous pouvez réfléchir, sachant qu'il y a des BD, des jeux et des articles, est-ce que vous pouvez nous écrire sur le chat des noms de métiers de gens qui participent à ce journal? Oui, il y a toujours le même nombre de pages. Oui, c'est 116 pages par numéro. Bravo, il y a des dessinateurs et des illustrateurs. Exactement, ça c'est pour faire la BD ou les jeux. Il y a des journalistes, Il y a les des maquettistes, auteurs, oui. Oui. des maquettistes, des photographes, très bien. Des imprimeurs, bien sûr. Iconographe, alors là, je ne sais pas quelle école a cité ça, mais alors bravo, parce que c'est un métier peu connu. Ah, vous êtes épatant, hein, bravo. Vous êtes très, très fort. Des graphistes encore. Bon, bravo, franchement, là, vous m'épatez, vous êtes tous très, très forts.
des infographistes, des coloristes. Alors là, vous me sciez. Très, très bien. Bon, alors, j'ai vu aussi certains ont dit des écrivains. Alors, dans un journal, travaillent des journalistes et pas des écrivains. C'est quoi la différence? L'écrivain, il va écrire des romans. Un roman, c'est une œuvre de fiction, c'est-à-dire l'écrivain, il va faire appel à son imagination et il va écrire un livre. Ça n'a rien, enfin, ça peut être inspiré du réel, mais ça n'est pas obligatoire. Voilà, c'est l'œuvre d'une personne et qui doit. C'est pas la vérité, peu importe. C'est l'imaginaire. C'est l'écrivain, c'est le royaume de l'imaginaire. Le journaliste, c'est tout le contraire. Hein. C'est le royaume, on va dire. Le journaliste, il doit écrire ou tendre, en tout cas, vers la réalité. Lui, il va vraiment décrire des faits. Voilà. Qui sont dans l'actualité. D'accord? Donc, on est très, très éloigné de l'écrivain. Le journaliste, alors après, évidemment, parfois, il y a des écrivains qui sont journalistes, des journalistes qui sont écrivains, voilà. Mais si vous voulez, dans les métiers, c'est très différent. Le journaliste, lui, c'est quoi son rôle? Il va aller sur le terrain, c'est-à-dire il va sortir de la rédaction. Une fois qu'on a fait la conférence, alors, je vais reprendre depuis le début. Donc, avec Lottie, la rédactrice en chef adjointe, et tous les journalistes, on se réunit et on fait ce qu'on appelle une conférence de rédaction, c'est-à-dire qu'on va discuter ensemble de tous les sujets qu'on peut passer dans le journal de Mickey. On va évoquer donc les sujets qu'on va traiter et aussi leur angle. C'est quoi un angle? C'est la façon dont on peut parler du sujet. D'accord? Par exemple, si on veut traiter, par exemple, de football, si on veut parler du match de l'équipe de France là, qui a eu lieu il y a 3 jours, il y a plein de façons d'en parler. Ça peut être, on peut re-raconter le match, faire un sujet très descriptif du match avec les temps forts. Ça peut être un sujet sur Désiré Doué, ce jeune de 19 ans qui a tiré son premier tir au but ce jour-là. Voilà, ça peut être un portrait de Désiré Doué ou une interview de ce jeune footballeur. Ça peut être également, par exemple, un sujet après coup sur comment les joueurs de l'équipe de France s'entraînent pour faire des tirs au but. Vous voyez? C'est à partir d'un même sujet, un angle, c'est toutes les façons possibles de traiter le sujet. Voilà. Et donc, ce qu'on fait en conférence de rédaction, on se dit, ça serait bien de parler de tel sujet et comment on va en parler. Et ensuite, quelle place on va lui donner dans le journal parce qu'on ne rend pas la même chose selon qu'on fait un sujet court hein, de quelques lignes ou 2 pages ou 3 pages ou 4 pages. D'accord? Voilà. Et ensuite, nous, on prend nos téléphones, on appelle nos journalistes, on leur dit, voilà, tu dois traiter tel sujet sous tel angle et on leur donne la longueur du sujet, la date de rendu. Donc, le journaliste, ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il part sur le terrain, il prépare son interview, toutes les questions qu'il veut poser, et il va sur le terrain rencontrer les bonnes personnes. Par exemple, si on voulait faire ce fameux sujet sur comment l'équipe de France se prépare au tir au but, qui on pourrait aller interviewer d'après vous? Qui il faudrait aller interviewer? Si vous voulez faire un sujet sur comment l'équipe de France se prépare, Mbappé, pourquoi pas? L'entraîneur, Didier Deschamps. Le coach. Et oui, des footballeurs. Oui, tout à fait. On pourrait aller interviewer des footballeurs de l'équipe de France, l'entraîneur qui nous raconte comment, et puis effectivement Mbappé pour aller lui demander comment lui spécifiquement s'entraîne. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire on détermine quelles sont les bonnes sources, les bonnes personnes à aller interviewer pour faire le sujet. Bravo, vous avez tout compris. Voilà, ça c'est le rôle des journalistes. Ils sortent de la rédaction. Là, je vous ai mis par exemple, Mathieu nous avait fait un sujet aussi sur la K-pop. Il était allé en Corée et il était allé interviewer un groupe qui avait raconté toutes les étapes et tout ce qu'ils avaient fait avant de pouvoir faire leur concert et sortir un disque. Combien de temps dure la conférence de rédaction? Ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie, parce que en fait, on est en lien tout le temps avec les journalistes. On en parle tout le temps. Ensuite, avec Lottie, nous, tous les jours, on se fait un petit point
sur tiens, on pourrait faire tel sujet, tiens, on a pensé à celui-là. Et tout le temps, les journalistes nous envoient leurs idées. Voilà. Et oui, on va dire que le chemin de fer, on peut le modifier jusqu'à la fin. Voilà, en fonction de l'actualité, en fonction de, on peut le modifier, on va dire jusqu'à la veille de l'envoi à l'imprimerie. Exactement. Donc voilà, ça c'est le travail des journalistes, aller interviewer les bonnes personnes, vraiment, ne rien inventer, et ensuite quand ils écrivent leurs articles, être le plus proche possible de la réalité, hein, de ce qu'on leur a dit. Ça c'est très très important. Voilà. Un bon journaliste, vous savez, dans son papier, et ça c'est un conseil qu'on peut vous donner pour vos rédactions, et pour tout ce que vous écrivez, si vous voulez être compris, il faut répondre à 5 questions. C'est la règle des 5 W. En anglais, on dit les 5 W pour who, what, when, where, why. C'est-à-dire qui. Il faut répondre à toutes ces questions. Qui, quoi, quand, où, comment ou pourquoi. Voilà. Et si vous répondez à toutes ces questions, qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi, vous êtes sûr que vous serez compris. Même, par exemple, pour envoyer, si vous voulez rédiger une invitation pour un anniversaire ou une fête ou une soirée, par exemple, si vous oubliez de dire « c'est moi qui invite », quand, la date, quoi, est-ce qu'il y a un thème à cette soirée ou à cet anniversaire, où, le lieu, à quelle heure et pourquoi, vos invités viendront pas, ou ils vont vous rappeler en vous disant « Attends, tu as oublié de me dire la date, etc. » Donc, même pour ça, c'est important d'avoir ces 5 questions en tête. Est-ce que j'ai bien répondu à ces 5 questions? Voilà. Et ça, c'est ce qu'on apprend dans les écoles de journalisme. Voilà, pour être le plus clair possible, voilà, se faire comprendre. Hein, l'idée, c'est d'être lu et compris. Voilà, donc ça, c'est important. Donc voilà, ça, c'est le journaliste. Mais il y a d'autres métiers. Alors, d'après vous, vous avez un indice. Que fait le secrétaire de rédaction? Il lit? Oui, très bien, il lit. Elle relit. Elle corrige. Oh là là, mais vous êtes trop fort. Elle corrige les fautes, bravo. Elle vérifie les articles. Vous avez tout compris. Je n'ai plus rien à vous apprendre. Le secrétaire de rédaction, c'est aussi un journaliste. Mais c'est un journaliste, lui, il ne va pas sur le terrain, il reste à la rédaction, il reste ici. Et c'est souvent des journalistes expérimentés. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, c'est le journaliste qui va corriger, c'est-à-dire qui va relire tous les articles et toutes les pages du journal, hein, de la première à la dernière. Et il va enlever les fautes d'orthographe parce que oui, hélas, nous aussi, les adultes, on fait encore des fautes d'orthographe, ça arrive. Et puis aussi, il va vérifier l'information. Il va vérifier qu'il n'y ait pas eu d'erreur dans les articles, qu'il n'y ait pas eu de faute ou qu'il n'y ait pas eu de choses qui soient difficilement compréhensibles. Voilà. Donc, on aimerait tous avoir un secrétaire de rédaction toujours avec nous, par exemple, quand on fait une rédaction, justement, hein, pour corriger, pour dire attention, là, tu n'es pas clair, ça serait mieux comme ça. Voilà. Donc, mais c'est aussi un journaliste, d'accord? Et il vérifie l'information. Très bien. Un autre métier, les maquettistes. Quelques-uns d'entre vous l'ont cité, on dit aussi les graphistes. Donc, eux, moi, je vais leur rendre l'article du journaliste sous forme de texte Word, hein, tapé à l'ordinateur. Ils vont également avoir des images, des illustrations, des photos. Et le maquettiste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va devoir agencer sur les pages du journal le texte, les photos et les dessins. Voilà, c'est son métier, c'est faire en sorte que les pages soient lisibles et attractives, hein, que vous ayez envie de les lire. Et il fait ça avec le directeur artistique ou la directrice artistique qui, lui, va établir ce qu'on appelle la charte graphique. La charte graphique, vous savez, c'est un petit peu le look du journal, c'est son aspect visuel. Ce qui fait que vous savez tout, on va choisir, vous savez, une typographie, c'est-à-dire une police de caractère, qui sera toujours la même d'un numéro à un autre. On va choisir une façon de présenter les articles, hein, un look, un aspect visuel. Ce qui fait que vous, les lecteurs, quand vous ouvrez le journal, vous savez tout de suite que c'est le journal de Mickey et pas Picsou Magazine ou Okapi. Tout de suite, vous le savez, parce que chaque journal a son look,
sa mode à lui, bien particulière. Voilà, c'est ce qu'on appelle la charte graphique. OK? Et on doit respecter ça. Voilà. Est-ce qu'il travaille seul ou en binôme? Ouais. Alors, effectivement, sur le journal de Mickey, avant, on avait 2 graphistes. Maintenant, on n'en a plus qu'une, mais qui travaille beaucoup avec le directeur artistique, qui va jeter un coup d'œil sur les pages, quand il y a un sujet qui pose un peu problème. Dites-vous bien qu'un journal, c'est un travail d'équipe tout le temps. C'est un travail où on se parle beaucoup, on se pose des questions, on se dit, tiens, qu'est-ce que tu en penses? On ferait mieux comme ci ou comme ça. Voilà. C'est vraiment un travail d'équipe. OK? Donc ça, les maquettistes. Et alors, l'iconographe, est-ce que quelqu'un l'a cité tout à l'heure? D'ailleurs, une classe l'a cité. Est-ce que lorsque la maquettiste change, la forme du journal change? Non. Non. La forme du journal change uniquement quand on l'a décidé, c'est-à-dire quand on fait une nouvelle formule. Waouh! L'iconographe achète les photos. Bah alors là, chapeau, hein. C'est la première fois qu'on me le sort. Donc c'est ça. L'iconographe, vous avez vu, hein, dans le journal, pour illustrer les articles, on a des photographies. Ces photos, on ne va pas les voler sur Internet, bien entendu. Alors, soit on travaille avec des photographes qu'on va envoyer avec le journaliste sur le terrain, qui va nous faire le reportage photo, soit on va les acheter, ces photos, auprès d'agences photos. Les agences photos, c'est un peu comme une banque d'images, d'accord? Où les photographes vont mettre toutes leurs photos sur des thèmes précis. Il y a peut-être une agence photo que vous connaissez bien qui s'appelle l'agence France Presse, l'AFP, voilà, qui est une agence de photos dédiée à l'actualité, c'est-à-dire que cette agence va envoyer des photographes sur tous les sujets d'actu, au Sénat, à l'Assemblée. Ils ont des photographes à l'international, dans les pays étrangers. Ils vont envoyer dès qu'il y a un événement économique, culturel, ils vont aller faire des photos. Et nous, les journaux, on peut aller sur leur site internet et acheter des photos liées à l'actualité. D'accord? Et le photographe sera payé. Et ensuite, il y a aussi des agences photos, par exemple, dédiées à la nature et aux animaux. Donc, nous, quand on veut faire un sujet, par exemple, sur les baleines, ou cette semaine, par exemple, on fait un sujet à l'occasion du 1er avril sur les poissons, les poissons, mais réels de la mer, les plus rigolos. On va, auprès de ces agences photos, chercher des photos de poissons rigolos. Voilà. Il y a aussi, par exemple, des agences photos qui vont être dédiées au sport. Voilà. OK? Donc, ces photos, nous les achetons. Et on crédite les photographes. Voilà. On ne va pas les voler sur Internet. Il y a une question sur l'IA. Est-ce qu'on utilise l'IA? On utilise l'IA. Alors, on y va. Vous savez, dans les journaux, on n'est pas très, comment dire, on est un petit peu méfiant. Voilà, on ne voudrait pas que nos métiers disparaissent à cause de l'IA. On va peut-être en parler un tout petit peu de l'IA. On utilise l'IA juste pour une rubrique parce qu'on ne trouvait pas justement de photos suffisamment. C'est la rubrique astuces. On ne trouvait pas de photos pour illustrer cette rubrique. Et donc, pour ça, on utilise un tout petit peu l'IA. On est un petit peu en phase de test pour voir si c'est bien pour nous ou pas. Voilà. Et combien coûte Alors, une photo? on va avancer un tout petit peu. Donc, les ludographes, alors eux, ce sont ceux qui réalisent les dessins pour les jeux. Vous savez, les jeux de différence, les jeux de labyrinthe, les jeux, les sudoku, les mots à trouver. Voilà, ce sont des ludographes. Et là, vous voyez Alex qui nous fait des jeux, qui dessine des jeux, qui s'occupe de toute la rubrique, qui travaille avec tous les autres dessinateurs, qui est aussi par ailleurs dessinateur de bande dessinée. Il publie une BD sur le foot qui s'appelle Ciseaux. Et est-ce que vous voyez là, il travaille lui directement avec son stylet sur l'ordinateur, sur sa tablette graphique. Ça lui permet de dessiner directement dessus. Voilà. Pourquoi vous ne prenez pas les photos vous-même? Quand on peut, on le fait. Mais par exemple, quand on fait un sujet sur les baleines, c'est très difficile d'envoyer un photographe au fin fond du Pacifique pour aller photographier des baleines. Et ce serait très, très coûteux.
Voilà. Donc, quand on peut, on le fait, bien sûr. Et puis, il y a évidemment, dans tous les journaux, un service documentation. Hein. Voilà, comme ici, Emma. Alors, leur métier, elles vont regarder toutes les BD qui paraissent à l'étranger et puis sélectionner les meilleurs pour qu'on puisse les publier. Alors, juste là, je fais une petite aparté, puisque c'est un petit peu le sujet du Clémy. Hein. Où est l'info aujourd'hui? On lit de plus en plus, et bon, ça peut se comprendre hein, que les jeunes s'informent de plus en plus sur les réseaux sociaux, par TikTok, Facebook, WhatsApp, voilà. Et donc, nous, on voulait faire un sujet pour vous alerter, vous dire, attention, quels sont les réflexes à avoir quand vous voyez passer une vidéo ou une info qui a été souvent, comme c'est bien fait, qui vous a plu, voilà, ou qui vous a étonné avec une information. Alors, la première des choses à faire, c'est regarder qui parle, d'où vient cette info. Est-ce que c'est l'info qui a été donnée par on va dire un média traditionnel? C'est quoi un média traditionnel? Ça va être par exemple un journal du type Le Monde, Libération, L'Équipe, Le Parisien, l'Humanité. Voilà. Ou d'une chaîne de télé, par exemple, ou d'une chaîne ou d'une radio. Hein. Ça peut être la radio, ça peut être RTL, France Inter, que sais-je. Voilà. Dans tous ces médias, vous avez vu, il y a quelqu'un qui vérifie l'information. Ce n'est pas le cas, ou pas toujours le cas, quand il s'agit d'un youtubeur. Certains font très très bien leur métier, attention, hein, mais d'autres vont juste relayer des infos qu'ils ont lues comme ça, un peu, voilà. Et dans ces cas-là, ça peut être des rumeurs. Donc, si l'info vient d'un média traditionnel, si l'info vient d'un youtubeur qui dit qu'il tient cette info d'un média traditionnel, c'est bien. Si en revanche, ça vient d'un compte Mister Gogo, je rigole, méfiez-vous. D'accord? Enfin, c'est important à chaque fois de vérifier d'où vient l'info. Et est-ce que la personne qui donne cette info donne ses sources? Ses sources, c'est-à-dire d'où vient l'info. Donc, ayez toujours le réflexe de vous méfier un peu. N'avalez pas tout, ne gobez pas tout. Si même une info, elle paraît folle, voilà, elle paraît complètement folle. Donc, on a envie hein, de la retweeter, de la transférer, d'en parler à ses copains dans la cour de récré, parce que l'info, elle est trop rigolote. Mais quand même, méfiez-vous. Ne retweetez, ne transférez pas tout, parce que justement, vous pouvez participer à la propagation d'une rumeur. Et puis, il y a un biais aussi. Ça s'appelle bon, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais le biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on va toujours s'intéresser en priorité aux infos qui renforcent ce que l'on croit. Dans le journal, là, on vous donne un exemple. Par exemple, vous n'aimez pas Mbappé, d'accord? Et vous voyez une photo où il est à terre. Vous voyez une photo où il est à terre. Alors, celui qui n'est pas fan du joueur, ça va le conforter dans l'idée que Mbappé a mal joué à son précédent match. Or, il a marqué des buts. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il faut se méfier. Il faut se méfier de ce que l'on pense intimement, parce que des fois, on a tendance à interpréter et à ne regarder que les informations qui vont dans notre sens. Voilà. Ensuite, si quelque chose vous paraît trop étonnant, parce que n'oubliez pas non plus que certains youtubeurs, certaines chaînes ont intérêt à présenter l'information d'une façon tellement forte que pour vous inciter à cliquer. Voilà, ou d'une façon tellement, on va dire, spectaculaire, voilà, pour vous inciter à cliquer. Pourquoi? Parce que plus il y a de clics, plus la chaîne va pouvoir avoir d'annonceurs et se faire payer. Donc, méfiez-vous. Et quand une info vous paraît trop insolite, trop fort, enfin trop exceptionnelle, trop spectaculaire, méfiez-vous. Et puis, vous pouvez demander à un adulte, à votre enseignant, vous pouvez demander à vos parents, tiens, est-ce que ça, tu l'as entendu? Ou est-ce que, voilà, c'est important. Et puis ensuite, vous avez des sites de fact-checking. C'est quoi ça? Ce sont des journalistes dont le métier, ça va être vraiment de vérifier toutes les infos, de vérifier, par exemple, si un homme politique dit quelque chose dans un discours ou annonce un chiffre. Eux, ils vont aller vérifier cette info-là
et surtout aussi pour aller débusquer, on va dire, les, les rumeurs sur Internet ou les vidéos qui ne sont pas, qui vont être fabriquées par l'IA, par exemple. Et donc, il y a des sites comme ça de fact-checking qui vous permettent, si en tout cas vous avez un doute, d'aller vérifier. Par exemple, on vous conseille, nous, le vrai ou faux junior, hein, de France Info. Voilà. Je voulais faire cette petite aparté parce que ça nous semble important. Et puis oui, alors on a plein de choses à se dire, hein. On va vous montrer aussi, parce qu'on est aussi un journal de BD, pour moitié actualité, pour moitié BD, comment on fait une BD dans le journal. Oui, c'est pour ça, je vais vite là sur les BD et je prendrai un petit moment pour répondre à toutes vos questions. Il y avait une question sur l'énigme. Comment elle est faite? Voilà. Donc là, Et ben voilà, là je vais vous raconter comment on fait l'énigme du journal de Mickey. Pour nous, c'est très important. C'est pour ça qu'elle est en 4e de couverture, parce que c'est une des rubriques cultes préférées des lecteurs. Pourquoi? Parce que c'est à la fois un jeu et à la fois une BD. Le but de l'énigme, c'est quoi? C'est vous avez une planche avec un mystère à résoudre et vous devez aider Mickey à résoudre l'énigme. Il y a des indices dans la planche. Alors, tout commence par quoi? Et oui, les lecteurs peuvent proposer des sujets de reportage, ça nous arrive. Ça commence par quoi une BD? Ça commence toujours par une bonne histoire, toujours. Donc là, c'est le rôle du scénariste, de l'auteur, voilà, qui va nous proposer un scénario, c'est-à-dire une histoire. Ici, vous avez à l'écran un scénario de BD. Mais tous les scénaristes ne savent pas dessiner, en effet. Mais est-ce que vous voyez déjà que là, l'histoire, elle est décomposée en case par case et qu'il y a tous les dialogues, hein? Donc, moi, ça me permet de vérifier que l'énigme fonctionne et qu'il y a bien les indices nécessaires pour faire le jeu. Et quand on ne sait pas dessiner, à ce moment-là, on nous envoie un texte Word mais pareil, qui est décomposé case par case. Donc, le scénariste va écrire case 1, il y a Mickey et Dingo devant un bureau et voilà ce qui se dit. Case 2, l'homme répond. Vous voyez, case 3, tout est décomposé et tout est décrit pour le dessinateur. Deuxième étape, et ben voilà, entre en scène le dessinateur qui va faire ici un dessin. Voilà, il commence comme ça. Vous voyez, il manque encore pas mal d'étapes, hein. Ensuite vient une étape très importante, c'est celle de l'ancrage. C'est-à-dire qu'on va repasser au noir tous les contours du dessin. Et ça, c'est un conseil que vont vous donner beaucoup de dessinateurs si vous faites du dessin, c'est de repasser tous les contours de vos personnages au noir. Vous allez voir, ça va leur donner de la force. Et puis aussi si vous faites de la BD, un autre conseil qu'on peut vous donner, tous les dessinateurs quand ils travaillent en tout cas sur du papier, ils vont travailler sur des grands formats, pas des petits formats A4, des grands formats A3. C'est beaucoup plus facile de dessiner en grand qu'en petit. Et ensuite, ils vont scanner leur dessin et puis le réduire à l'écran. Voilà, ça aussi, c'est un autre conseil que je vous donne. Là, il manque encore 2 étapes. Il manque l'étape du lettrage, c'est-à-dire qu'on va mettre le texte dans les bulles, qui va être relis par les secrétaires de rédaction pour vérifier qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. Et ensuite, la dernière étape, et voilà, la couleur. Voilà. On appelle ça la mise en couleur. On ne dit pas coloris, on dit mise en couleur. Et là, voilà, on a enfin notre énigme qui est faite. Et donc, toutes ces étapes, si on récapitule, nous avons le scénario, le dessin, l'ancrage, le lettrage, la couleur, c'est 5 étapes. Vous voyez, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Donc, ça peut prendre, comme il y a plusieurs intervenants, ça peut prendre entre 1 à 3 semaines, parce que ce n'est pas du plein temps non plus, hein, voilà. Donc, imaginez bien que pour faire un album de BD, c'est très long. C'est très, très long. Il faut 1 an. Voilà. Il faut 1 an pour faire un album de BD parce que sur chaque page, il y a toutes ces étapes-là. Donc, pensez-y quand vous lisez un album,
que parfois on lit en une demi-heure ou en moins d'une heure. C'est 1 an de travail avec toutes ces étapes-là pour les auteurs. Et moi, je leur tire mon chapeau. Voilà. Et vous recevrez la présentation, évidemment. Là, il y a une Oui, question à la fin de le Clémy vous enverra un mail avec tout et aussi le lien, j'espère, du webinaire, s'il est bien mis en le replay du webinaire, s'il est bien voilà. fait à ce moment-là. Si on a encore 5 minutes, je peux vous montrer très rapidement toutes les étapes de création d'une couverture. Ça, voilà, je vous présente Fabrizio Petrosi, qui est celui qui dessine toutes les couvertures du journal de Mickey. Il faut savoir que pour dessiner du Disney, tout le monde ne peut pas le faire. Il faut être un dessinateur homologué. Voilà. Et ça veut dire qu'il va falloir être formé par d'autres dessinateurs Disney. Voilà. Donc Fabrizio, lui, il nous dessine toutes nos couvertures. Et ça commence pareil. Et comme chaque couverture est inspirée de la grande BD du numéro, on discute avec Fabrizio, on se partage la BD, on cherche ensemble le meilleur dessin possible. Et à chaque fois, il nous envoie plusieurs croquis, on appelle ça des refs, plusieurs croquis. Là, vous en avez 3 sous les yeux, 3 différents. Voilà. Homologué, ça veut dire entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'il faut avoir été formé par d'autres dessinateurs Disney. Ça veut juste dire ça. Là, vous voyez, nous, on a choisi la 3e couve, celle qui est la plus à droite. D'accord. Ensuite, il poursuit le dessin. Et là encore, on va retrouver la même étape que pour la BD, c'est-à-dire l'ancrage, c'est-à-dire le dessin vraiment mis au propre avec tous les contours au noir, l'ancrage. Ensuite, on va avoir la mise en couleur, qui est une étape très importante, hein, parce que grâce à la mise en couleur, on peut donner une ambiance à nos couvertures. On peut faire un arrière-plan, on peut mettre au premier plan les personnages, mettre la lumière sur eux, et on peut créer une ambiance. Là, on a une ambiance un peu de grotte, d'accord? Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'il manque un peu le logo du journal, il manque les accroches. Les accroches, vous voyez, ce sont… Bon, elles vont arriver là. Pardon. Et voilà, là, on a le logo du journal. Ensuite, les accroches, c'est le sommaire du journal. Hein. C'est un peu tout ce qu'on a à l'intérieur du journal pour accrocher le lecteur. Voilà. Les accroches. Et puis, sur le côté, on va retrouver le prix, on va trouver le prix du journal, le numéro, etc. Voilà. Voilà. Et ensuite, ça part chez l'imprimeur. Il faut savoir que la couverture, c'est la première de couve, mais c'est la page que l'on fait en tout dernier, parce que c'est un peu notre vitrine et on attend d'avoir tout le journal fait pour pouvoir faire cette page, qui est une page très importante pour nous, parce que c'est ce qui va vous donner envie ou pas de lire le journal. Voilà. Maintenant, je suis prête à parler, à discuter avec vous, à répondre à toutes les questions auxquelles je n'ai pas eu le temps de répondre. Il y a sur le sujet, du coup, on suit sur la création du journal. Combien de temps combien de temps pour faire un numéro? C'est 10 jours. Voilà, c'est 10 jours. Et il faut savoir aussi qu'on fait les numéros en avance. C'est-à-dire que là, moi, je suis en train de préparer le journal qui sortira le 30 avril. Et il y a 2 numéros par mois. Voilà. Il y a 2 numéros par mois et on fait les journaux bien en amont. Voilà. Ensuite, il y avait des questions sur est-ce qu'il y a, alors c'est un sujet du travail de journaliste, de la difficulté d'écrire. Est-ce qu'il y a des articles plus difficiles que d'autres à écrire et combien de temps on peut mettre pour en écrire? Alors, tu Quels sais sont les combien sujets de les plus temps longs à faire? Quels sont les sujets dans le journal qui sont les plus longs et les plus… C'est difficile de te répondre parce que oui, alors par exemple, il y a des sujets, si tu veux, tu vois, il n'y a pas longtemps, je suis allée rencontrer Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, ça fait peut-être 1 an que j'ai demandé l'interview. C'était long dans le sens où on sait qu'il est très, 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 très demandé, Thomas Pesquet, l'astronaute. Donc, je savais que ça prendrait du temps. Et puis un jour, on m'a écrit, on m'a dit « Ok, c'est bon, Eddy, tu peux aller le rencontrer à Cologne, là où il s'entraîne, au centre d'entraînement des astronautes. » Mais ça a été très long, non pas à réaliser, mais à monter, tu vois. Voilà. Ce genre de sujet-là, on sait que ça peut prendre du temps parce que ce sont des personnalités qui sont ultra demandées de par le monde entier. Dans le monde entier, on leur demande des interviews tout le temps. Et ils ont peu de temps à accorder à tout ça. Voilà. Donc là, ça a été un sujet long à monter. Et donc, parfois, il faut être patient. Mais il faut aussi savoir que nous, on travaille aussi avec des journalistes. Chaque journaliste a
est spécialiste de son domaine. On travaille avec des journalistes qui sont spécialistes du cinéma, c'est-à-dire ils connaissent très bien tous les acteurs du cinéma. On va travailler avec des journalistes qui sont spécialisés dans la nature ou dans les animaux. Tu vois, donc, on va dire que quand ils font le sujet, ils connaissent déjà bien le domaine. Ça t'aide ensuite à le faire de façon un peu plus rapide. Quoi qu'il en soit, à chaque fois, on n'a pas le choix. On a 10 jours pour faire le numéro. Pas un jour de plus, pas un jour de moins. Donc, au maximum, tu as, on va dire, entre 1 mois et 15 jours pour faire le sujet, pas plus. Voilà. Et sur les idées, comment est-ce que vous trouvez les idées et comment est-ce que vous alors, pensez... pour ça, moi, ça m'intéresse quand vous nous envoyez des idées de sujets sur le site internet du journal. Clotilde, elle regarde tout et ça nous est déjà arrivé de faire des sujets qui étaient proposés par des lecteurs. Et puis, on va chercher dans l'actualité, on va chercher aussi à se mettre à votre place et à se dire, tiens, qu'est-ce qui pourrait intéresser les lecteurs et qu'est-ce que nous, en tant qu'adultes, on aimerait que vous connaissiez. Voilà. Voilà. Et puis aussi, on va chercher à faire des sujets qui intéressent à la fois les filles et les garçons. Comme c'est un journal aussi qui s'intéresse de 7 à 14 ans, voire plus, on a des lecteurs plus âgés aussi, on va chercher aussi à faire des sujets qui intéressent les plus jeunes et les moins jeunes. Voilà, c'est un savant mélange de tout ça. Ensuite, sur toi, pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier? Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Moi, 2 choses. Petite, déjà, moi, j'ai été lectrice du journal de Mickey, mais j'aurais jamais imaginé qu'un jour, j'en serais rédactrice en chef. Et moi, à votre âge, je m'amusais à faire des journaux. Toute seule, dans mon coin avec une copine. Vous savez, on pliait les feuilles en 4 et on se faisait et on faisait des journaux. Voilà, on lisait à 2. Voilà. Voilà, je pense que si j'avais eu la chance que dans mon école, il y ait des journaux scolaires, j'aurais adoré ça. Enfin, moi, je vous incite en tout cas, si vous pouvez, parce que je sais que c'est lourd à faire, compliqué, mais c'est un travail passionnant de se dire, tiens, je prends ce sujet, je réfléchis comment on peut le traiter, comment on peut l'illustrer, comment on peut faire une photo, la bonne photo, etc., ou le bon dessin. C'est passionnant à faire. Ensuite, on est tellement fiers du résultat. Et puis, la troisième chose aussi, c'est que moi, j'étais une fervente lectrice de Gaston Lagaffe. Et vous savez, Gaston Lagaffe, il bosse dans un journal qui s'appelle Spirou. Et comme je trouvais ça hilarant, très drôle, je me disais que ça devait être le métier le plus cool du monde. C'était ça, c'était travailler dans un journal. Et je peux vous dire, je ne regrette pas, c'est vrai. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire ce métier. Par rapport à l'histoire du journal, il y a eu des questions sur est-ce qu'il a évolué depuis 90 ans et combien de numéros aujourd'hui? Alors, on est à plus de 4000 numéros aujourd'hui. Alors, si vous prenez, voilà, le numéro qui est en vente cette semaine porte le numéro 3796, 3797. Mais il faut savoir qu'il y a eu 2 numéros 1, avant-guerre et après-guerre. Donc, si on cumule tous les numéros, il y a eu plus de 4000 numéros en tout. Et bien sûr que oui, en 90 ans, le journal a énormément évolué. Au tout début, il faisait 8 pages. Et il ressemblait un peu plus, vous savez, à des quotidiens. Voilà. C'était 8 pages. À l'époque, le papier coûtait très cher. Voilà. Et après-guerre, il a recommencé à ressembler à des magazines. Vous voyez, un format plus petit, broché au milieu. Broché, ça veut dire, vous savez, avec les petites agrafes qui tiennent les pages au milieu. Et on va dire que tous les, 7, 8 ans, on fait ce qu'on appelle une nouvelle formule. C'est-à-dire qu'on va changer le look du journal, par exemple. Rajouter des rubriques, en enlever d'autres, pour coller à vos attentes. Nous, après le Covid, on s'est rendu compte, par exemple, pour vous donner un exemple, que pendant le Covid, vous étiez très demandeurs d'activités. Ce qu'on faisait avant dans le journal de Mickey, mais ce n'était pas une rubrique régulière. Donc, après le Covid, on a dit on va faire une nouvelle formule. Et là, on a fait revenir dans le journal les Castors Juniors. Et toutes les semaines, les Castors Juniors vous donnent des idées d'activités dans la nature. C'est-à-dire, ça peut être aussi bien, on va dire, des articles naturalistes, c'est-à-dire qui vous apprennent à reconnaître, par exemple, là, s'il y a un sanglier qui est passé dans la nature, quelles sont les traces qui vous indiquent qu'il y a un sanglier qui vit pas loin de chez vous. Ou aussi des idées d'activités à faire dans la nature, par exemple un jeu de piste à faire dans la nature, ou comment créer son radeau,
ou on va dire, je ne sais pas, créer un bracelet à tisser à base de jonc. Voilà, on va plein d'activités à faire dans la nature, mais aussi des défis, des expériences, des bricolages, des idées de recettes de cuisine. Voilà, on a réactivé tout ça parce qu'on s'est rendu compte que ça vous intéressait, que c'était un manque. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une rubrique qui est très, très appréciée dans le journal. Ça s'appelle les carnets des castors juniors. Voilà, on essaye tout le temps de coller, on va dire, aux attentes de nos lecteurs. C'est très important. Voilà, c'est très, très important. Il y avait 2 questions aussi par rapport à ton travail. Depuis combien de temps tu travailles au journal et est-ce que tu travailles sur d'autres magazines? Alors, je travaille sur le journal de Mickey. Moi, au départ, hein, j'étais pigiste, c'est-à-dire que je travaillais pour d'autres journaux, et notamment des journaux pour adultes. Mais je vous l'ai dit, moi, j'étais lectrice de ce journal. Donc, j'ai commencé à piger, c'est-à-dire à proposer des articles au journal de Mickey il y a plus de 20 ans. Il y a au moins 26 ans. Voilà. Où et je crois qu'un des premiers articles que j'ai fait pour le journal de Mickey, c'était des jeux à faire, à la récré. Voilà. Ça, je m'en rappelle. Vraiment, mon premier article pour le journal de Mickey. Et puis après, petit à petit, bah, on va dire, j'ai gravi les échelons. J'ai été rédactrice en chef adjointe. Et puis ensuite, et je suis rédactrice en chef depuis 2009. Voilà. Je ne sais plus quelle était la question d'ailleurs. C'est ça. Depuis combien de temps tu travailles et bon, on revient sur pourquoi Mickey est une souris. Ah, alors voilà. Pourquoi Mickey est une souris? Il faut savoir qu'avant Mickey, Walt Disney avait créé un autre personnage qui avait beaucoup de succès à l'époque. Ce personnage, c'était un lapin. Il s'appelait Oswald le lapin chanceux. Et c'était un personnage aussi de dessin animé qui avait beaucoup de succès. Et pour Walt Disney qui débutait, c'était génial, hein. Sauf que Walt Disney s'est fait, on va dire, avoir par son producteur. C'est-à-dire qu'un jour, Walt Disney est allé le voir et son producteur lui a dit, ils étaient en désaccord, et son producteur lui a dit, tu n'as plus le droit d'utiliser ce personnage, Oswald le lapin chanceux, c'est moi qui en ai le droit. En gros, hein, pour vous, il n'avait pas signé les bons contrats. Il s'était fait un peu avoir dans la rédaction des contrats. Méfiez-vous toujours, hein, de ce que vous signez, il faut se faire accompagner par un juriste, c'est important. Et donc, le producteur lui a piqué son personnage. Oh, vous imaginez la catastrophe. Walt Disney, un personnage qui fonctionne bien, et il se le fait piquer. Il n'a plus le droit d'utiliser ce personnage. Voilà, il aurait pu s'effondrer. Mais non, c'est Walt Disney, il a plein d'idées. D'après la légende raconte que c'est dans le train, parce que ça s'est passé à New York, et Walt Disney à l'époque habitait à Los Angeles. Et la légende raconte que c'est dans le train qui le ramène de New York à Los Angeles, imaginez, ça doit être un voyage épique de plusieurs jours de train, que Walt Disney réfléchit et crée Mickey, la petite souris. C'est-à-dire Mickey, vous savez, d'ailleurs il ressemble beaucoup à Oswald. Vous pouvez taper Oswald le lapin chanceux, vous verrez. Il y a des correspondances, si ce n'est qu'Oswald, il a des grandes oreilles. Mais c'était déjà un personnage très rond. Et donc, Mickey, c'est un personnage très rond, petit, mignon. Pourquoi une souris? Alors, plusieurs versions de l'histoire. Pourquoi? On dit que, vous savez, Walt Disney a été élevé dans une ferme. Et on dit qu'il voyait passer des petites souris. Ou qu'il voyait passer, comme il était à ses débuts, hein, il n'était pas riche, que l'atelier où il travaillait, il y avait des petites souris qui passaient sur son bureau. Troisième version de l'histoire, c'est peut-être tout ça à la fois, hein. Moi, je trouve qu'il ressemble quand même beaucoup à Oswald, un personnage rond. Et évidemment, un personnage rond et petit, quand on s'adresse aux enfants, c'est mieux qu'un personnage anguleux. Voilà, là, ça évoque l'enfance, ça évoque la douceur, ça évoque, voilà. Et puis, Mickey, vous savez, dans son rôle, Mickey, c'était le petit qui s'attaque au grand. C'était David contre Goliath. C'était le petit qui n'a peur de rien. Voilà. Donc, ce petit personnage rond, brave et courageux, finalement, il s'est incarné dans une souris toute ronde, toute douce, toute mignonne. Voilà pourquoi une souris. Voilà. Il ne pouvait plus utiliser son lapin. Il avait peut-être des petites souris qui passaient sur sa planche à dessin et puis il voulait un personnage
rond, mignon, qui puisse s'attaquer aux grands, qui montre sa bravoure. Dans sa toute première BD, qu'on voit dans le... Enfin, c'est pas sa première BD, mais dans la première BD qu'on voit publiée dans le journal de Mickey, c'est déjà Mickey qui s'attaque à Grogne-Dur. Grogne-Dur, c'est un géant. Et Mickey, à côté, il est tout petit. Voilà peut-être pourquoi une petite souris. Et juste pour savoir, Minnie est apparue en même temps que Mickey. Dans leur premier dessin animé, donc je parlais tout à l'heure, Steamboat Willie, il y avait déjà Minnie. Voilà. Si vous êtes J'espère intéressé avoir répondu à une par majorité. Oui. Ouais, parce que si vous êtes intéressé par l'histoire des personnages Disney, sur le site du journal, il y a toute une galerie de personnages avec leur date de création et qui ils sont. Et donc, il y avait une question sur l'ennemi de Mickey. L'ennemi de Mickey, c'était ses patibulaires. Ah oui. Il apparaît aussi Et dans il y a Steam. aussi le fantôme noir. Écoutez, Voilà. on pourrait parler pendant des heures, je sais. J'adorerais d'ailleurs répondre à absolument toutes vos questions. Pourquoi Mickey aime-t-il les affaires policières? C'est un peu ce que je vous dis, c'est dans son caractère, en fait. Il veut aider. Mickey, il veut aider, et donc il va poursuivre les voleurs, les méchants, patibulaires, le fantôme noir. Et comme il est malin, et ben, il va souvent aider le commissaire Finot à résoudre ses enquêtes. Et voilà. Et puis, en plus, pour vous, lecteurs, si ça vous permet aussi de participer aux enquêtes, c'est quand même assez génial. Parce qu'en effet, l'énigme du journal, c'est la BD celle qui a le plus de succès auprès de nos lecteurs. Enfin, c'est le rendez-vous qu'ils attendent la plupart du temps. Et c'est pour ça qu'elle est là depuis 1984 dans le magazine. Bravo, Charlotte. Voilà. Voilà. Écoutez, moi, je voulais vous remercier à tous. Vraiment, merci beaucoup. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, si vous avez énormément de questions, vous pouvez aussi nous envoyer par mail des questions. On y répondra avec plaisir. Vraiment, avec grand plaisir. Grand plaisir, exactement. Bon appétit, puisque vous allez à la cantine. Régalez-vous bien. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.